So hello, I'm Jason Lukerhoff from UQTR, professor at UQTR in social communication. I'm also managing editor of Linguistic Minorities in Society Journal. Thank you for joining us for this launch of a special issue. Our event will last until 1 p.m. Montreal time, 2 p.m. Moncton time. It features a discussion and a Q&A period at the end. So if you have questions, you can write them in the chat section, and we're going to answer those questions. All the authors will answer the questions at the end. Alors, il me fait grand plaisir de vous accueillir à ce lancement d'un numéro thématique de la revue Minorités linguistiques et société, dont je suis le directeur. Je suis aussi professeur en communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Notre événement est prévu pour une durée d'1 heure, donc jusqu'à 1 heure, heure de Montréal, 2 heures, heure de Moncton, avec une période de questions et d'échanges à la fin. Alors, si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas, vous pouvez les poser directement dans la section conversation que vous trouvez en bas à droite de votre écran. Madame Whitelaw est vice-rectrice exécutive aux affaires académiques à l'Université Concordia. Dr. Whitelaw, à vous la parole. Merci beaucoup, Jason. Et mesdames, messieurs, je suis très heureuse de prendre la parole dans le cadre du lancement d'un numéro thématique de la revue Minorités linguistiques et société, Linguistic Minorities and Society, intitulée Patrimoine, mémoire et vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire, Heritage, Memory and Vitality of Linguistic Minorities. Je suis très contente d'être avec vous et de pouvoir donner ces paroles d'introduction. La revue scientifique Minorités linguistiques et société, Linguistic Minorities and Society, fondée en 2012, a pour mandat de faire connaître, dans une perspective pluridisciplinaire, les résultats de recherche et les réflexions sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et sur les autres minorités linguistiques du Canada et d'ailleurs dans le monde. Vu l'importance accordée à la dualité linguistique dans la définition identitaire du Canada, la revue vise aussi à jeter un éclairage élargi sur la situation de minorités linguistiques à l'extérieur du Canada de par son ouverture aux études comparatives et internationales. Éric Forgue dirige l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, l'ICRML, et le professeur Jason Lukerhoff de l'Université du Québec à Trois-Rivières est le directeur de la revue Minorités linguistiques et société. Il travaille de près avec la coordinatrice Azur René de Cotterêts, ainsi que des traducteurs, réviseurs linguistiques et des membres du comité de rédaction. Le numéro thématique lancé aujourd'hui fait suite à un colloque de l'ACFAS de 2021. À l'origine du colloque se trouve un partenariat entre le réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise, qui est connu sous son acronyme QUESCRN, et l'ICRML. Ces partenaires ont co-créé le colloque de 2021. Je vais vous donner quelques informations sur ces partenaires. Fondé en 2008, QUESCRN est un réseau de collaboration constitué de chercheurs, d'intervenants, d'établissements d'enseignement et d'autres organismes qui œuvrent à améliorer la compréhension des communautés québécoises d'expression anglaise et à renforcer leur vitalité. QUESCRN est situé à l'Université Concordia et on a beaucoup de pride dans le travail qu'ils font. Pour sa part, depuis 2002, l'ICRML exerce un rôle de leader, de rassembleur et de partenaire auprès des centres de recherche, des chercheurs, des organismes communautaires et des instances gouvernementales dans le but de promouvoir une plus grande connaissance de la situation des minorités de langue officielle du Canada et une meilleure compréhension des enjeux prioritaires qui les concernent. L'Institut est situé à l'Université de Moncton. La revue parle de 5 articles scolaires de perspectives de rechercheurs anglophones et francophones du Canada et sont présentés dans une introduction bilingue par des organisateurs de conférences dont Patrick Donovan, Anne Robineau, Lorraine O'Donnell et Éric Forgue. Comme on a expliqué dans l'introduction,
Cette revue explore le rôle de l'héritage puis de la mémoire dans les communautés de langue minoritaire au Canada. On explore les deux extrémités du pays, du côté acadien jusqu'au Yukon, qui a une communauté francophone qui commence à développer ses souvenirs collectifs. On parle aussi de différentes classes sociales puis de différents backgrounds ethnoculturels. L'article démontre comment l'héritage puis la mémoire forment la sens d'identité de différentes communautés. On mentionne dans l'introduction que l'héritage est particulièrement important pour les communautés minoritaires, surtout celles qui ont un héritage qui devient effacé ou à laquelle on accorde peu de valeur au fil du temps. L'Université de Concordia travaille étroitement avec les communautés. En tant qu'institution anglophone du Québec, on supporte QuestCran et ses partenaires dans leur but. On essaye aussi de favoriser la vitalité des communautés de langue officielle. Je lève mon chapeau à l'initiative d'aujourd'hui qui est un exemple positif qui permet d'améliorer la connaissance puis la recherche pour les populations minoritaires. Encore une fois, dans les paroles d'introduction, on permet de s'assurer que les souvenirs collectifs, la mémoire collective n'est pas réduite à des clichés. Félicitations au journal, puis surtout aux auteurs, puis le CRLM et QuestCran pour cette publication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Whitelaw, pour vos mots d'introduction. C'est agréable d'avoir cette revue lancée. Ça a été disponible à partir d'hier. On va maintenant se tourner vers l'événement principal. Ça va être les auteurs qui vont répondre à des questions principales. J'ai invité d'ailleurs à Patrick Donovan. Professeur Whitelaw, pour votre allocution. Je suis ravi que ce numéro soit officiellement lancé. En fait, on l'a rendu disponible en ligne, en libre accès hier. Je vais maintenant poser des questions aux auteurs des différents articles du numéro, mais avant de me tourner vers eux, j'aimerais inviter l'un des rédacteurs invités du numéro, Patrick Donovan, à dire quelques mots. Patrick Donovan travaille en tant qu'attaché de recherche et conseiller au réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise, QuestCran, à l'Université Concordia depuis 2014. Patrick Donovan is Research Associate and Advisor at QuestCran. He has worked on projects for the Quebec English-speaking Communities Research Network, QuestCran, since 2014. Patrick. Bonjour. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui en tant que co-directeur de ce numéro et représentant de QuestCran. J'aimerais remercier les autres co-éditeurs avec qui j'ai travaillé pour leur travail exceptionnel puis pour permettre de former cette revue. Merci également à Jason Lukaroff, Azur René de Cotteret et tous les contributeurs, tous les gens qui ont contribué à ce numéro. Le patrimoine est un sujet qui me tient à cœur. Et avant de faire mon doctorat en histoire, j'ai fait une maîtrise en conservation de l'environnement bâti. J'ai travaillé à la restauration et la mise en valeur d'un édifice bicentenaire dans la ville de Québec. J'ai vu comment l'héritage peut être utilisé pour apporter un plus grand sens d'appartenance et de connexion au sein des communautés minoritaires anglophones au Québec. However, I also saw that, some people of Irish Catholic origin felt the building's history as a Presbyterian college was a little too Protestant for their liking. J'ai vu différentes communautés qui étaient insécures par rapport à leur territoire puis à leur aspect minoritaire. Puis ça a mis en lumière comment l'héritage puis la mémoire peut unir, mais peut aussi éloigner les communautés les unes des autres. Alors, on va explorer certains de ces sujets aujourd'hui, puis on va rencontrer ceux qui ont fait la recherche. Merci beaucoup, Patrick. On va débuter avec Alain Roy, qui vient de prendre sa retraite il y a peu de temps de Bibliothèque et Archives Canada. So we're going to start with Alain Roy, retired from Library and Archives Canada. Alain, dans votre article, vous présentez le concept de vitalité mémorielle.
Pourriez-vous présenter deux dimensions novatrices de cette approche de la vitalité et de la mémoire des communautés de langue officielle en situation minoritaire? In your article, you present the concept of vitality of memory. Could you present two innovative dimensions of this approach for official language minority communities? Bien sûr, merci Jason. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier le comité organisateur et le comité éditorial de la revue pour ce numéro sur le patrimoine et la mémoire. Comme ça a été souligné avant moi, c'est un numéro important. En fait, c'est carrément un angle mort, on pourrait dire, grosso modo, de 40 ans de recherche sur la vitalité. Donc, c'est vraiment une pierre importante. Dans ce contexte-là, donc, je suis très content de présenter, en fait, mon article qui vient aussi compléter un rapport qui a été publié en 2021, que je vais mettre en ligne, et sur le concept de vitalité mémorielle. Alors, donc, en fait, ce concept-là vient en fait d'un constat du besoin, comme pour les archives et les institutions de patrimoine, de soutenir les communautés. Et comment on peut soutenir ces communautés pour des institutions de mémoire? C'est en soutenant cette mémoire. Or, la revue de littérature qu'on avait fait sur l'ensemble de la recherche sur la vitalité, donc depuis plus de 40 ans, avait, sauf de rares exceptions, peu fait état de cette question. Et si on regarde toute communauté, en fait, un des fondements de son identité, c'est son inscription dans le temps. Donc, cette inscription dans le temps, c'est quelque chose de fondamental pour permettre, autrement dit, cet enracinement, ce développement aussi vers l'avenir. Donc, cette ouverture à la fois sur le passé et sur l'avenir. Donc, le rapport propose, en fait, et l'article vient en proposer, si on veut, le cadre théorique, si on veut, de ce rapport qui amène cette réflexion sur la vitalité et l'importance de la mémoire dans cette vitalité, donc d'où le concept de vitalité mémorielle. Maintenant, pour aller plus loin, donc le deuxième volet, donc le concept lui-même était quelque chose de neuf, et en passant, le commissaire aux langues officielles en 2021, dans une conférence, a souligné que ce concept-là était très important pour le devenir des communautés. J'en suis un peu fier, mais je pense que c'est important donc d'intégrer cette dimension dans la notion de vitalité. Le deuxième volet, peut-être, qui est également novateur, c'est on pourrait dire cette appréhension du phénomène de mémoire comme un ensemble, un phénomène sociétal multiple qui comprend à la fois donc la production de savoir, qui comprend un ensemble de phénomènes qui permettent cette inscription dans le temps. Donc, cette vitalité va se manifester autant dans les arts que dans par exemple, par des romans historiques, que par des archives, que par donc la production d'œuvres de monographie, qu'elles soient le fait de citoyens ou de chercheurs. Donc, cet ensemble, cette approche de la mémoire comme un phénomène sociétal, disons, qui permet, autrement dit, de caractériser cette vitalité, c'est quelque chose aussi qui est neuf, donc, du côté de ce qu'on appelle les études en mémoire ou histoire, parce que jusqu'à date, cette approche sociétale de la mémoire n'avait pas été développée. Donc, ces deux éléments-là sont peut-être les meilleures contributions et c'est un peu ce qui est présenté dans mon article dans Minorité linguistique et société. Voilà. Alors, je vais mettre les liens pour le rapport dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Merci. Merci beaucoup. Merci, Alain. We're now going to turn to Eric Fogg, who is director of the Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities. Alors, Eric Fogg, qui est directeur de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Qu'est-ce qu'on apprend sur le Congrès mondial acadien dans votre article, Eric? What do we learn about the World Acadian Congress from your article? Pour commencer, vous m'entendez bien? Oui. Pour commencer, j'aimerais saluer Rodrigue Landry, premier directeur général de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. J'ai vu qu'il faisait partie du public et cofondateur de la revue Minorité linguistique et société. Qu'a-t-on appris sur le CMA? Donc, je commencerai en mentionnant que notre article découle d'une étude sur le CMA qui a été menée par une équipe multidisciplinaire
L'idée de départ était la suivante. Donc, on a l'habitude de faire une étude des retombées économiques du CMA. C'est ce qui intéresse les bailleurs de fonds à qui le comité organisateur doit rendre des comptes. Mais on sait aussi qu'il y a des retombées identitaires. Donc, on se souvient que le CMA de 1994 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick avait provoqué un regain de fierté. Donc, ça fait partie de la mémoire collective locale. Moi, quand je suis arrivé en Acadie en 1998, on m'en parlait, puis on me parlait de l'effet que ça avait eu sur la communauté. L'un des objectifs de notre projet, c'était de mieux comprendre ce type d'impact sur la communauté, un impact qui est peut-être plus intangible et plus difficile à saisir. Donc, on a surtout analysé l'expérience vécue par les participants au CMA, tout en tenant compte des attentes des bailleurs de fonds et des objectifs poursuivis par les organisateurs, organisatrices. Donc, est-ce qu'on a appris quelque chose de nouveau sur le CMA? La question est pertinente car il y a eu déjà plusieurs études qui ont été faites sur le CMA et il va y en avoir d'autres. Donc, dans la continuité de notre projet qui portait sur le CMA de 2019, il y a un projet qui a été développé par Clint Bruce avec une équipe élargie pour étudier l'édition 2024 du CMA. Donc, qu'est-ce que les études avaient montré, les études antérieures? Donc, le CMA fait la promotion d'une Acadie généalogique plutôt que politique ou historique, ce qui a stimulé plusieurs débats. Certains acteurs ont remis en cause la tenue même du CMA. L'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques avait d'ailleurs mené une consultation sur l'avenir du CMA. D'autres études ont montré que le CMA peut stimuler une meilleure reconnaissance de l'Acadie et peut valoriser l'identité acadienne. Certaines études ont montré que le CMA promeut le tourisme culturel et peut contribuer même à une certaine marchandisation de l'identité acadienne. Certains ont montré qu'en cherchant à rassembler l'Acadie, sa diaspora, le CMA s'inscrit dans une logique de réseau, une logique de mondialisation. D'autres ont soutenu que le CMA est devenu une institution, une tradition, voire un fait social total en Acadie. L'article que nous publions, donc avec Laurence Arregui et Tommy Berger, présente quelques éléments d'analyse de notre projet. On pourrait dire qu'il éclaire une facette du CMA. Il y a d'autres facettes, mais c'est une des facettes présentes quand on regarde le CMA. Donc, en bref, ce qu'on peut dire, le CMA poursuit un certain idéal, celui de rassembler les Acadies d'ici et d'ailleurs, de réunir la grande famille acadienne, la Grande Acadie. Le thème des retrouvailles est central dans le CMA. Runald Rudin, un historien, a d'ailleurs fait remonter les origines du CMA au 175e anniversaire de la déportation des Acadiens en 1930. Les pèlerins qui venaient de la Louisiane avaient alors volé la vedette des commémorations. L'Acadie, sa diaspora, semblait se découvrir. Donc, le CMA puise à la mémoire collective pour construire, voire reconstruire l'Acadie sur un plan symbolique, entre autres. La mémoire de la déportation inspire l'entreprise du CMA. Cette mémoire n'est jamais bien loin dans ce type d'activité en Acadie, tout comme la tenue du tintamarre, le point d'orgue du CMA qui débute symboliquement à 17h55. En fait, ce que nous avançons dans notre article, c'est que le CMA nous fait entrer dans l'imaginaire de l'Acadie et dans le mythe qui s'est formé autour de la mémoire de la déportation. Le CMA permet de voir comment la mémoire peut inspirer des actions collectives. Cela dit, le CMA demeure un événement multidimensionnel complexe où se conjuguent des logiques économiques, politiques et culturelles. Merci, je vous invite à lire notre article et à nous faire des commentaires si jamais il y en avait. Merci beaucoup, Éric. Alors, à titre de rappel, si vous avez des questions que vous voulez déjà consigner pour la période de questions, vous pouvez les écrire dans la conversation et le lien vers le numéro figure justement dans la conversation présentement. On va passer maintenant à la question que je vais poser à Matthew Wade, qui est professeur à l'Université de Moncton. Matthew Wade is professor at University of Moncton. Mathieu, vous êtes intéressé à la création et à l'évolution des communautés dans une région acadienne du Nouveau-Brunswick.
quelles ont été les grandes évolutions dans l'appartenance communautaire depuis les 2 derniers siècles? You've worked on the creation and evolution of communities in Acadian regions of New Brunswick. What are important ways community belonging has evolved over the last 2 centuries? Bon, bonjour tout le monde. Merci pour la question, Jason. Donc, l'article que j'ai proposé dans la revue, ça découle d'un projet qui est un projet d'ouvrage, mais qui est une commande. Donc, c'était comme un projet un peu particulier parce que c'était une commande qui nous venait d'une région du Nouveau-Brunswick, donc le comté de Kent. Le comté de Kent, c'est une région très rurale. C'est la plus rurale de la province. C'est aussi une région où il y avait une grande... Là, on vient d'avoir une réforme de gouvernance locale, mais jusqu'à cette réforme de gouvernance locale-là, on avait à peu près les 2/3 de la population qui vivait dans des territoires qui étaient non incorporés, donc il n'y avait aucun gouvernement local. Et alors, nous, on a fait un travail sur le terrain parce que malgré qu'il n'y avait pas de frontières administratives claires sur ce territoire-là, que c'était en fait une de ses spécificités, il y avait malgré tout des communautés qui s'étaient instituées à partir de la fin du 18e siècle, puis surtout à partir du 19e siècle. Puis donc, on s'est intéressé, je me suis intéressé avec une équipe de chercheurs à comment est-ce que des communautés, puis là, pour les fins de cet article-ci, je traite essentiellement des communautés acadiennes, puis du rapport spécifiquement acadien à la mémoire puis au patrimoine communautaire. Et donc, comment est-ce que des communautés en sont venues à se constituer, c'était quoi leur échelle? Et là, on en a recensé plein. On s'est appuyé sur des listes de toponymes, puis on avait à peu près un toponyme par 100 habitants. Puis, grosso modo, ça correspondait à des frontières qui étaient institutionnelles à défaut d'être politiques. Donc, il y avait le bureau de poste, il y avait l'école, il y avait un ensemble d'institutions qui allaient permettre à une communauté de se définir comme une communauté, de se donner un nom. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à partir des années 1960, la plupart des institutions qui étaient au cœur de ces communautés-là, donc que ce soit l'école, il y en avait une 160aine, maintenant il y en a 14, que ce soit les bureaux de poste, donc maintenant toute la logique des bureaux de poste a complètement changé, ou que ce soit même l'idée des paroisses religieuses ou civiles qui servaient de lieu, donc les paroisses religieuses qui sont en grande partie délaissées, puis les paroisses civiles qui ont perdu à peu près tout pouvoir politique. La question qu'on s'est posée, c'est à quoi ça rime aujourd'hui une communauté? Parce qu'on a bien compris donc qu'il y avait certaines institutions qui, à un moment donné, cimentaient des frontières, puis distinguaient une communauté d'une autre. Puis donc, on s'est intéressé à ce patrimoine-là. Et là, on a puisé dans toutes les histoires paroissiales ou les histoires locales, qui sont souvent des productions amatrices, puis qui ont tendance à être assez délaissées, j'ai envie de dire, par les chercheurs. Moi, je suis sociologue, donc je n'ai pas non plus un bagage historien, donc je ne suis pas tout à fait au fait de tous les débats historiens, mais il y a ces textes-là qui nous sont apparus importants, parce que ces textes-là, ils sont des productions de la communauté elle-même souvent, puis elles viennent cimenter des frontières, puis une mémoire. Puis on s'est rendu compte, en fait, qu'on pouvait vraiment considérer à la fois ces ouvrages-là comme des patrimoines de la communauté, mais aussi comme un patrimoine national, parce qu'il y a une trame narrative commune à peu près toutes les histoires locales. C'est comme s'il s'agissait d'un genre en soi avec ses codes très, très bien établis. Donc, on s'est intéressé un peu à ces codes-là, puis aux zones d'ombre. Qu'est-ce que ce code-là ne permettait pas de comprendre? Et finalement, on s'est rendu compte que les communautés, puis donc j'appelle mon article « Identité fantôme ». Identité fantôme à prendre dans le même sens que des membres fantômes, comme des phantom limbs, quand on se fait amputer, puis qu'on peut encore ressentir le membre qui est plus présent, on en ressent la douleur, on en ressent les sensations, mais le membre n'est plus là pour nous permettre de faire des choses, pour nous permettre d'agir. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plusieurs des communautés avaient un rapport fantôme à leur identité. Il ne restait plus aucun de moyen d'agir communautaire à proprement parler. Dans plusieurs cas, il n'y a ni école, ni caisse populaire, ni centre communautaire souvent. Et pourtant, l'idée d'une communauté demeure. Donc, on s'est intéressé à ce patrimoine-là. Puis là, ça tombait bien parce que, je ne sais pas si ça tombait bien parce que l'article est déjà dépassé, déjà vieux, parce que depuis, il y a eu une réforme de gouvernance locale. Puis ce à quoi on s'intéressait, qui étaient des communautés, mais
dans l'incapacité d'agir parce qu'elles n'ont pas les institutions nécessaires pour le permettre. Mais là, maintenant, il y a eu une réforme de la gouvernance locale qui est venue municipaliser ce territoire-là. Mais là, ça va être intéressant parce qu'on va voir comment est-ce que ces communautés-là, elles rentrent dans un nouveau chapitre de leur histoire. Donc, moi, mon article, il se termine juste à la veille de cette réforme-là. Maintenant, la réforme, elle vient d'être enclenchée. Donc là, ben, moi, je suis content parce que ça donne une deuxième recherche à aller faire pour poursuivre un peu le travail que j'ai fait dans l'article qui est ici. Donc, tout ça, ça va paraître aussi dans un livre. Donc, c'est un ouvrage qui va paraître chez Septentrion au mois de juin. Je fais une petite plug ici aussi. J'en profite d'un lancement pour parler d'un autre lancement. Un ouvrage qui s'appelle « De Siksniktuk à Kent, Histoire de communauté au Nouveau-Brunswick », où j'aborde un peu plus globalement les thèmes qui sont abordés dans cet article-ci. Merci beaucoup. On va maintenant entendre Benoît Grenier, qui est professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et qui va nous expliquer les liens entre la communauté anglophone du Québec et le régime seigneurial, pourtant issu de la Nouvelle-France. Benoît Grenier is full professor at University of Sherbrooke. Benoît, what links exist between the English-speaking community of Quebec and the seigneurial regime which originated in New France? Merci beaucoup, Jason. Je voudrais moi aussi remercier les organisateurs du colloque à l'origine de cette publication et les directeurs du numéro. Je dirais d'abord que, avant de répondre spécifiquement à la question et rapidement, que ça a été pour moi l'occasion de me plonger sur un aspect qui était apparu dans le cadre d'une recherche beaucoup plus vaste que j'ai menée sur la mémoire du régime seigneurial dans l'histoire du Québec, une institution effectivement essentiellement et étroitement sur le plan mémorial associée à la Nouvelle-France. Il suffit de regarder un manuel scolaire pour s'en convaincre, c'est encore le cas aujourd'hui, alors que cette institution, finalement, elle s'est surtout développée après le changement d'empire sous le régime britannique et elle a duré jusqu'au 19e siècle, puis elle a même perduré après sa mort longtemps au 20e siècle. C'est ce à quoi je me suis intéressé. Alors, ma recherche était menée sur la mémoire des derniers individus qui pouvaient porter un bagage et une autorité seigneuriale. On parle au tournant du 20e siècle, même parfois assez tard dans le 20e siècle. Et c'est à partir d'une enquête d'histoire rurale, d'une histoire orale que j'ai menée en partie cette étude-là. Et ça m'a permis à m'apercevoir que chez les porteurs de cette identité particulière, on retrouvait une grande proportion de familles d'ascendance anglo-protestante, souvent écossaises d'ailleurs, qui étaient bien enracinées dans les localités ou du moins dont les familles l'avaient été au 19e et au 20e siècle. Ces individus-là étaient évidemment les descendants d'acquéreurs de seigneuries, des grandes familles bourgeoises, ou descendants de militaires ou de commerçants du 18e, 19e siècle qui avaient investi finalement dans la propriété de seigneuries, mais qui aussi s'étaient fait des figures dominantes là, dans des communautés, bien entendu, essentiellement francophones, mais dont une minorité dominante anglophone avait acquis le pouvoir seigneurial. Donc, je me suis intéressé un peu à la manière dont leurs descendants avaient transmis ce bagage-là, avaient porté ce bagage, parfois comme un fardeau, parfois comme un héritage dont ils se revendiquent encore fièrement. Et en rencontrant des descendants des familles, par exemple, Campbell, des familles Harwood ou des familles Taylor, de la Beauce au Bas-Saint-Laurent jusque dans l'ouest du Québec, j'ai été donc amené à croiser ces persistances et cette mémoire. Puis je signalerais peut-être, et je vais le mettre dans le chat, que dans le contexte du colloque, un court-métrage avait été réalisé parce que ces témoignages qui étaient associés à ma recherche, ce sont des témoignages filmiques, des témoignages vidéo. Donc, avec ma collègue, la cinéaste et documentariste historienne Stéphanie Lantier, on a produit un court-métrage sur cette mémoire qu'on a intitulée « Mémoire seigneuriale à l'anglaise ». C'est un peu comme un thé à l'anglaise, alors une mémoire à l'anglaise de la seigneurie au Québec, qui est très certainement méconnue, oubliée, mais qui demeure assurément l'un des dynamismes indéniables de l'histoire et de la mémoire du régime seigneurial qui mérite d'être perpétué et l'article contribue à cela, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Benoît. On va se tourner maintenant vers Marie-Hélène Comeau, qui est une artiste et une chercheure du Yukon.
La question que j'ai pour elle, c'est quel rôle la recherche-intervention en art peut-elle jouer dans l'émergence du récit identitaire au sein des communautés francophones en milieu minoritaire? So Marie-Hélène, who's an artist and a researcher from UConn, what role can art intervention research play in the emergence of identity narratives in francophone minority communities? Bonjour à tous et bravo pour ce lancement. Donc, je vais répondre à la question en abordant d'abord et avant tout le thème de l'art dans la recherche. L'art qui peut prendre différentes formes dans la recherche. On peut le retrouver en anthropologie, en philosophie, dans les sciences sociales avec le art-based research, puis aussi sous la forme de recherche-intervention en art, qui est une forme de recherche-action. Donc, chez les artistes-chercheurs, cette approche-là leur permet de réfléchir sur leur pratique artistique et sur l'enseignement, comment enseigner les arts, les rouages de l'enseignement des arts. Dans mon cas, toutefois, ma recherche intervention en art s'est réalisée dans l'objectif précis de comprendre un phénomène social qui était la construction identitaire des francophones du Yukon dans leur contexte migratoire, parce qu'une grande portion de la communauté sont nés à l'extérieur du Yukon et ont déménagé au Yukon pour vivre leur vie. Il s'agit des francophones qui viennent de partout au Canada, d'Europe, d'Afrique, d'un peu partout sur la planète. Donc, l'art, en passant par l'art a permis de faire émerger l'identité narrative franco-yukonaise de ces participants-là. Donc, le sens primaire stimulé par la dynamique de création donne accès à une multitude de savoirs et de connaissances qui sont produites par l'être humain, à la fois qui l'aident à percevoir le monde, à mieux le comprendre et à mieux comprendre la place que l'être humain occupe. L'art fait partie du paysage culturel des communautés francophones en milieu minoritaire depuis longtemps. Le nombre d'artistes professionnels en art, que ce soit en musique, visuel, art visuel, musique, théâtre, littérature, sont nombreux. Il y en a de plus en plus. Ces artistes-là ont une position particulière, face à leur communauté, leur œuvre, pas tout le temps, mais leurs œuvres peuvent refléter les enjeux, les questionnements, les préoccupations du quotidien de leur vie sociale, de la géographie aussi. Donc, ils ont vraiment un regard et une position privilégiée face à leur société. D'autre part, le Canada est un pays très vaste, très grand, et les communautés sont distribuées un peu partout au pays, souvent loin des grands centres universitaires ou les centres de recherche. Donc, souvent, ce sont les chercheurs qui partent de ces centres-là pour aller faire leur terrain de recherche dans les communautés, puis reviennent dans les grands centres faire leur analyse. La recherche-intervention en art permet de créer un pont intéressant entre ces centres de recherche-là et les communautés étudiées à travers un travail de collaboration avec l'artiste local à l'endroit où se fait la recherche, le terrain. Mon travail démontre qu'avec des objectifs clairs, il est possible pour un artiste en contexte de recherche d'adapter un projet de création pertinent en fonction des données qui doivent être collectées pour les soins de l'analyse. L'art ou l'analyse, j'ai mes petites notes ici, l'art ou l'analyse dans lequel est plongé le participant donne accès à une collecte de données très riche pour la recherche et une expérience de réflexion vraiment stimulante à la fois pour le chercheur, pour les participants et pour la communauté aussi. Dans mon cas, j'ai travaillé pendant 2 mois avec 10 femmes franco-yukonaises en atelier d'art. C'était mon terrain de recherche. Puis ces femmes étaient invitées à créer chacune une œuvre qui faisait appel au passé et au présent de leur histoire migratoire, de leur histoire identitaire. Et ce travail-là a pu faire émerger l'aspect historique, géographique, culturel et social de leur histoire. J'ai donc, dans ce contexte-là, porté 2 chapeaux, celui d'artiste et de chercheuse, et j'ai pu voir comment ces 2 aspects-là pouvaient s'arrimer et s'enrichir l'un l'autre aussi.
Donc, en terminant, je tiens à souligner que les bénéfices à recourir à la recherche-intervention en art sont nombreux. Je dirais, entre autres, que cette approche permet d'établir une relation conviviale entre le chercheur et le participant, permettant à ce dernier d'oublier le contexte parfois stressant de la recherche et de diminuer ainsi l'insécurité linguistique qui pourrait être ressentie à ce moment-là. Cette approche facilite la réflexion, le partage, l'écoute des histoires des participants entre le chercheur et les participants, entre les participants eux-mêmes et entre les participants et leur communauté. Et finalement, cette approche permet à l'art de jouer un rôle social vraiment intéressant au sein de la recherche qui se fait dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On va se tourner maintenant vers Yves Frenette, qui est professeur titulaire à l'Université de Saint-Boniface et titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les circulations et les communautés francophones. So, Yves Frenette is full professor at l'Université de Saint-Boniface. Yves, vous décrivez dans votre article qu'au cours de votre carrière, vous êtes investi dans des activités commémoratives en partie parce que vous ne vouliez pas laisser la commémoration aux mains des commémorateurs. Pourquoi avez-vous pris cette prise de position? If you write in your article that over the course of your career, you became involved in commemorative activities in part because you did not want to leave commemoration in the hands of commemorators. So why did you take that position? D'accord. Alors, merci beaucoup. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité il y a 2 ans maintenant à prononcer la conférence d'ouverture au colloque et à partager mes réflexions par écrit parce que c'est une réflexion. Hein. C'est une étude, mais c'est aussi une réflexion qui est basée sur une expérience de plus de 25 ans en milieu minoritaire. On l'a dit, la mémoire collective est importante dans toutes les sociétés. Et dans le cas des minorités qui ont été marginalisées à plusieurs points de vue, elle est fondamentale parce qu'elle permet une filiation entre le passé, le présent et l'avenir. Mais la mémoire sélective, comme la mémoire individuelle d'ailleurs, la mémoire collective, la mémoire sélective, déjà un beau lapsus, la mémoire collective est au mieux sélective, au pire, elle est simpliste. L'histoire, quant à elle, est une enquête méthodique qui a pour impératif de tout prendre en compte, y compris ce qui ne paraît pas mémorable aux yeux des entrepreneurs mémoriels. Et dans les années 80, qui correspond au début de mon activité en Ontario français, il y a une fièvre commémorative qui s'est emparée du monde occidental, y compris les francophonies canadiennes. J'étais convaincu de l'importance, et je le suis toujours, convaincu de l'importance de la mémoire collective, mais en même temps inquiet de ses dérives potentielles à l'occasion d'événements commémoratifs. Je me suis donc engagé et essayé de contribuer à ce que ces commémorations servent à comprendre le passé, mais pas seulement à le célébrer. Et l'exemple, j'aurais plusieurs exemples, mais je vais me contenter ici, c'est peut-être l'exemple le plus révélateur, c'est le cycle commémoratif Champlain qui s'est déroulé pendant pendant 15 ans, entre 2003 et 2015, d'abord à Tadoussac, en Acadie, à Québec, dans l'État de New York, au Vermont et finalement en Ontario. Sans craindre l'anachronisme, à ce moment-là, on a fait de l'explorateur Champlain aussi, qui est aussi présenté, et avec raison, comme le père de la Nouvelle-France, un apôtre de la diversité culturelle contemporaine presque, qui est aujourd'hui un enjeu, c'est aujourd'hui, on le sait, un enjeu sociétal majeur. Donc, il y a un anachronisme là, qui est le grand crime pour un historien. En Ontario, plus particulièrement, on a presque ignoré la présence du premier Français à y avoir mis les pieds en 1610, l'interprète Étienne Brûlé, qui était envoyé par Champlain. Champlain, lui, est venu sur le territoire de ce qui est aujourd'hui l'Ontario pour la première fois en 1613, parce que le nom de Brûlé est moins vendeur
que celui de Champlain, hein? Surtout qu'on était à la fin de ce cycle commémoratif. Tout à l'heure, Éric parlait d'une logique économique, bien, c'est le cas ici. Le gouvernement de l'Ontario voulait faire un grand coup, hein, un grand coup avec les commémorations de Champlain. Plus important peut-être, on n'a pas montré la complexité des rapports entre les Français et les Autochtones. À la place, on a fait de Champlain le grand ami et le protecteur des Autochtones. Pour ma part, mon rôle modeste a consisté dans un premier temps à m'assurer qu'il y aurait commémoration parce que ce n'était pas évident. Ça a pris du temps à démarrer en Ontario. Puis, quand cela a été acquis qu'il y aurait commémoration, j'ai essayé de favoriser une perspective plus réaliste de l'œuvre de Champlain dans ce qui va devenir l'Ontario et moins anachronique des relations entre Français et Autochtones. Ça a été assez difficile et je ne pense pas, pour le deuxième aspect, je ne pense pas avoir réussi. Ça montre qu'il peut y avoir des tensions entre histoire et mémoire. Et je reprends l'idée de l'historien français Philippe Joutard qu'il doit y avoir une alliance entre l'histoire et la mémoire. Merci. Merci beaucoup, Yves. Alors, on se tourne maintenant vers notre dernière intervention avant une période de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions déjà que vous voulez commencer à insérer dans la conversation, c'est le temps de le faire. Mais avant ça, j'ai une question que je voudrais poser à Dorothy Williams, qui est une auteure, une éducatrice qui enseigne à l'Université de Concordia. J'aimerais connaître sa vision pour le Canada. Dorothy Williams is a historian, author, and educator who teaches at Concordia University. Dorothy, what is your vision for Canada? Mon article parle surtout de ma vision en général. Je vais expliquer plus à la fin, mais par rapport à votre question directement, la richesse de l'histoire et de la culture du Canada a toujours été là. Puis je pense que maintenant, c'est quelque chose sur quoi on se concentre un peu plus. C'est une histoire qui est tellement vaste. Puis c'est ce que j'ai réalisé en l'approfondissant autant. Puis ce qui vient de ma compréhension en tant que Canadien, c'est qu'on peut plus comprendre au sujet de notre pays si on commence à regarder comment on peut comment on a inclus ou exclu d'autres tout au long de notre histoire. Certains groupes n'ont pas eu le choix d'être anglicisés. Parfois, ils ont pu se déplacer dans différentes parties du Canada. D'autres, comme ma communauté, il y a d'autres groupes culturels qui sont physiquement différents, qui ont été vus en dehors de ce qui est la pensée générale d'un Canadien. C'est quelque chose que j'ai essayé d'atteindre à travers de différents types de recherches. Puis je vois qu'on appelle ça ici la normalisation des autres. Puis ce que je dis souvent aux autres, c'est que je veux que l'histoire des gens noirs soit ennuyante. J'en ai parlé, je l'ai publié, je le recherche depuis 40 ans. Puis quand je partage des faits, les gens ont encore l'air surpris ou ravis. Ce serait agréable d'entendre de temps en temps, « Ah, je sais, ah, j'ai déjà entendu ça », que les gens trouvent ça ennuyeux. Alors, l'article qui est dans ce journal, c'est pas de la recherche, c'est pas non plus une étude communautaire.
mais plutôt c'est une réponse personnelle à une question que Lorraine O'Donnell m'a posée il y a plusieurs années. Quelle est ma passion? Puis à partir de cette question sont venues plusieurs idées, plusieurs pensées qui m'ont mené à me concentrer sur un cheminement vraiment personnel. J'ai révisé ma vie un peu comme une biographie en tant qu'individu au travers d'une communauté. Alors, ce que j'ai essayé, c'est de ressortir certains points de ce que ça veut dire d'être une personne noire au sein d'une culture dominée par des gens de race blanche au Canada. Thank you, Dorothy. And thank you all for your great interventions. Merci pour toutes vos présentations. On a maintenant du temps pour une période de questions. Alors, autant les auteurs peuvent poser des questions aux autres auteurs, aux auteurs des autres articles, que tous ceux qui assistent au lancement aujourd'hui peuvent soit écrire une question dans la conversation à droite. You can write your questions in the chat room on the bottom right. I'll read the questions, or you can raise your electronic virtual hand. Vous pouvez aussi lever votre main si vous avez des questions. Ça peut être des questions pour tous les auteurs, et là, ceux qui veulent répondre le feront, ou ça peut être des questions spécifiques pour des auteurs spécifiques. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions qu'ils aimeraient poser? Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont vu des liens entre leurs interventions et qui aimeraient commenter à propos de ça, commenter à propos des interventions des autres? Okay, première question ici. Il y a Anne-Cécile Delesse. Est-ce que vous aimeriez intervenir à la caméra, Anne-Cécile? Si oui, vous pouvez ouvrir votre caméra et venez poser votre question. Ou je peux la lire si vous préférez. Bon, je vais la lire. Alors, merci, Dr. Fredette et Dr. Williams, pour votre intervention qui remet en question quelle histoire-mémoire est mise en avant et comment, étant donné que la vitalité dépend énormément de l'immigration, comment concilier la mémoire centrée sur l'histoire blanche et l'inclusion des migrants? La question de comment l'histoire puis la mémoire aimaient ensemble. Je pense qu'on parle ici de la scène au Québec, puis aussi de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. L'idée que le passé fait presque partie de notre ADN, puis c'est quelque chose que j'ai observé d'une façon très concrète ici dans la petite Bourgogne. Ça fait presque 10 ans maintenant. Depuis la fondation du centre communautaire. Puis juste d'en parler, ça me cause encore de la douleur. J'ai vu des gens qui sont tenus devant l'édifice vide, puis qui pleuraient. Il y a encore beaucoup de leurs souvenirs, de leur mémoire, puis de leur compréhension d'identité qui était associée à ce lieu-là. Puis leur place dans la communauté. Les gens sont constamment en train d'essayer de rebâtir des communautés pour ressusciter les cendres de la destruction. Puis des fois, on se demande pourquoi, c'est quoi l'importance d'un centre communautaire ou à quoi ça sert, mais souvent, c'est un endroit, un espace qui reçoit des gens pendant des générations. Ça n'a pas duré pendant des générations celui-là, mais généralement, les générations pouvaient se réunir dans cet espace-là. Ça pouvait être leur environnement sécuritaire. Ça fait aussi allusion au manque de sécurité que les Noirs ressentent. On appelait ça un havre de paix. Mais maintenant que cet édifice n'existait plus, on dirait que la pensée des gens a même augmenté depuis. Puis je pense qu'on est en train de développer une mythologie
avec l'absence du centre communautaire. Je ne suis pas sociologiste ou rien de tout ça, mais j'entends des souvenirs, des mémoires qui sont mises au défi, qui sont reformées par rapport à ce que le centre communautaire représentait. Alors, j'essaie de penser à la mémoire puis à l'histoire en tant qu'historien, d'apporter des faits, mais des fois, c'est pas ce que les gens veulent entendre. C'est pas exactement cet aspect de la mémoire qui leur apporte du confort, de la structure ou du soutien. L'histoire ne va pas apporter un sens d'appartenance, pas tout le temps, puis souvent pas, de toute façon. Les gens ne vont pas s'identifier au sein de l'histoire. Ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs couches aux besoins de chaque individu par rapport aux communautés. Thank you. We also have Alain who wants to intervene. Oui, c'est une excellente question, en fait, puis je voudrais revenir, en fait, plus sur, effectivement, toute cette dynamique entre histoire et mémoire. Et comme Paul Ricard le dit ou l'écrit, c'est une relation qui est en fait dialogique, c'est-à-dire que chacun amène quelque chose dans cette relation au passé. Et, par exemple, le savoir historique permet de créer ou de développer des nouvelles approches de la mémoire. Puis on prend un exemple, l'histoire des femmes, où aujourd'hui, cette dimension, elle est prise en compte dans différents vecteurs de commémoration, de mémoire, etc. Donc, qui est le reflet de cet apport de la recherche. Donc, il y a un dialogue qui s'établit et c'est un peu la grande question aujourd'hui de la diversité qui se pose. Puis cette diversité-là, elle se pose non seulement sur les communautés en milieu minoritaire, mais pour les communautés majoritaires, comment on intègre en fait un récit, comment on construit un récit, un nouveau récit qui intègre ces communautés-là. C'est une question qui nous est ouverte, en fait, donc, mais qui dans une approche où on voit cette évolution, ces questions-là, donc, se posent à nos sociétés. On n'a pas nécessairement toutes les réponses, mais il y a quelque chose, autrement dit, à réfléchir et à développer. Et c'est dans un dialogue comme ça qu'on va construire non seulement un nouveau savoir pour l'ensemble des communautés, incluant les communautés migrantes, incluant les communautés racisées, mais aussi donc cette mémoire qu'on veut, autrement dit, construire commune pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Merci Alain. Yves? Oui, bien, j'aimerais répondre aussi à la question d'Anne-Cécile. Moi, je travaille surtout sur les migrations francophones, en gros jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et plus on cherche, plus on se rend compte qu'il y a eu des épisodes de migration de groupes racisés. Par exemple, dans le projet que je dirige, on a une collègue martiniquaise qui a mis à jour un épisode migratoire qui n'était pas connu du tout de Guadeloupéennes qui ont été recrutés par des membres de la bourgeoisie à Saint-Hyacinthe, à Montréal, à Sorel, sur la rive sud du Saint-Laurent, en gros, qui ont été recrutés pour être domestiques. Il y en est venu 80 à peu près, pour être domestiques dans des familles canadiennes françaises. Alors, ça, c'est un élément de faire ressortir cet apport à l'immigration, aux migrations francophones. Bien sûr, il y a eu des esclaves francophones aussi. Et moi, je dirais plus généralement qu'en étudiant les migrations francophones, appelons-les blanches, ces migrations nous en apprennent beaucoup sur les migrations contemporaines, parce qu'il y a quand même des similarités, il y a de grandes différences, mais il y a de grandes similarités entre les migrations des 18e et du 19e siècle et les migrations très contemporaines. Et troisièmement, dans certaines régions de l'Amérique francophone, prenons l'exemple des prairies, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, il y avait une population qui était très
diverses. D'abord, il y avait des métis qui se sont retrouvés après la pendaison de Louis Riel aux marges des sociétés blanches, qu'elles soient anglophones, francophones ou allophones, et aussi, en plus, des Canadiens français, des originaires du Québec et des États-Unis qui ont peuplé, qui sont le groupe majoritaire francophone dans les prairies. Il y a eu des Français, des Belges, des Suisses, et il y avait, comme aujourd'hui, en fait, il y a eu des problèmes d'accommodation, il y a eu des enjeux d'intégration. Alors, je pense qu'en étudiant à la fois les tensions, mais les accommodements qui ont été faits entre ces différents groupes, on peut, je ne dirais pas en tirer des leçons, mais ça nous donne une perspective sur les questions très, très, très contemporaines qu'on vit présentement dans la francophonie canadienne et enfin dans le continent nord-américain, encore plus qu'ailleurs. Nous sommes tous des migrants ou des enfants ou des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants de migrants. Et ça, je pense qu'on a parfois eu tendance à l'oublier et à nous voir, nous, et à voir des gens qui arrivent et disant « Ah ben, ce sont des migrants qui sont différents de nous. » Mais nous aussi, on a été des migrants jusqu'à un passé relativement récent. Merci Yves. Il se pourrait qu'il y ait des gens qui doivent quitter parce qu'on avait annoncé l'événement jusqu'à 1 heure, donc aucun problème évidemment si vous devez quitter, mais on peut quand même prendre le temps s'il y a 1 ou 2 questions encore. Il y en a qui veulent intervenir, on peut en prendre encore 1 ou 2. If you still have a question you'd like to ask, we can take your questions. Okay, I think everybody, thank you very much for your participation. Thank you for all your interventions. Merci à tous ceux qui ont présenté. Le numéro est accessible en libre accès. La revue Minorités linguistiques et société est publiée en libre accès sur Érudit. On va vous mettre le lien à l'instant dans la conversation et je veux donner le mot de la fin à Lorraine O'Donnell, qui est à la fois co-éditrice invitée du numéro, mais aussi une partenaire chez Questcren. Lorraine? Thanks, Jason. Merci à tout le monde. Comme on a mentionné au début, Questcren se dévoue à améliorer la compréhension des communautés d'expression anglaise du Québec au travers de recherches, de connaissances puis de mobilisation. On est ravis d'avoir été partenaire avec le CLRM. Vous pouvez vous abonner à notre bulletin d'information. Je pense qu'on vient de mettre le lien dans le chat. On a plusieurs événements, certains organisés avec CRLM, d'autres avec différents partenaires. On vous invite chaleureusement à vous joindre. Parfois, c'est en personne, des fois, c'est en ligne. Jason, do you want me to wrap it up right to the end? Yes, please. Thank you. Will do. OK. Alors, pour conclure, j'aimerais souligner que cet événement a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Les partenaires, excuse me as I look between two computers. Les partenaires de l'Institut et de Questcren apparaissent présentement à l'écran. En conclusion, j'aimerais reconnaître que l'événement a été possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Puis, vous pouvez voir nos partenaires dans le chat. Merci à tous ceux qui ont donné des parties lors de ce lancement. Merci et au plaisir. Thank you very much. So as we mentioned, this launch was recorded. Ce lancement a été enregistré. Vous pourrez retrouver éventuellement l'enregistrement sur les sites web des différents partenaires. L'enregistrement va aussi être diffusé sur les réseaux sociaux numériques. So the recording will be made available on the websites of the different partners. And if you wish to look at the chat, you'll find the link to the issue. You'll find the link to Questcren, to the Institute,
and to the possibility to register for the newsletter from QuestCran. So thank you very much. Have a great day. Merci beaucoup pour votre intérêt pour la revue et pour l'Institut et pour QuestCran. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci.